Bonjour Annie. Bonjour. Eh bien, je suis écrivain, j'ai plusieurs écritures et notamment je fais des romans historiques sur la vie d'Agrippa, qui a été l'ami d'enfance du premier empereur de Rome, Auguste, et qui a été également son plus grand général. Alors, je vais vous présenter une petite partie de son enfance pour commencer. Il n'était pas seulement l'ami d'Auguste, mais également de sa sœur, la belle Octavie. Il arrivait aussi que lors de nos visites, nous voyions Atia, la fille de Julia, et ses deux enfants. On m'a raconté bien plus tard que je me suis tout de suite bien arrangée avec son fils, Octave, qui avait à peu près mon âge. Mais moi, de ses premiers jeux, je ne me souviens que de sa fille, Octavie. Elle avait une voix douce qui m'ensorcelait, des tuniques fines au toucher, et elle sentait bon un parfum raffiné. Elle avait 5 ans de plus que nous et, naturellement, elle participait et surveillait nos jeux d'enfants. Octave était un petit garçon dont il fallait prendre soin. Je le fis d'emblée pour plaire à cette jeune fille charmante. J'étais trop jeune pour éprouver la passion d'un homme adulte, ni même pour comprendre les méandres et les finesses de l'amour, mais je l'affirme bien haut, dès que je l'ai aperçu, j'ai aimé Octavie. Et quelques années plus tard, il a l'occasion de lui rendre un énorme service, c'est-à-dire d'aller à la place d'Octave, accompagner Jules César dans la guerre en Hispanie. Et évidemment, ça va être l'occasion de revoir Octavie. Octavie est ici, juste devant moi. Il me suffirait de lever la main pour la toucher. Mon corps vibre. Mon esprit échafaude des scènes interdites. Mon cœur gonfle à se décrocher dans ma poitrine. Mais je ne bouge pas. En quelques semaines, je suis devenue maître en l'art de dissimuler mes émotions. J'apprends vite et j'ai de bons maîtres autour de moi. Je suis aimable et respectueux, je demande de ses nouvelles, je la félicite sur son teint de rose, comme tout le monde, comme si elle n'était que la sœur de mon ami. Mais comme elle est belle, plus belle encore que dans mes meilleurs souvenirs d'enfance, irrésistiblement belle dans ce corps de femme superbement épanouie, et encore plus désirable avec ce voile d'inquiétude qui perturbe son regard. Oh, qu'elle parle, que j'entende cette voix chérie, qu'elle me dise ce que je peux faire pour elle et je fonce, où et quand elle veut. Mais pour l'instant, reste calme, Agrippa, au moins en apparence. Bon, Agrippa n'est pas seulement un grand amoureux, il est également un grand chef de guerre, et c'est lui qui battra plus tard Marc-Antoine à Actium, et pour y parvenir, il faut qu'il monte une énorme armée et une marine. Et donc, pour construire ces bateaux et pour les entraîner, eh bien, il a besoin d'énormément de main-d'œuvre, des esclaves. Et lui, qui est le fils d'un esclave affranchi et enrichi, il se confronte à cette horreur qui est l'esclavage. Pour creuser le tunnel, je fais venir des spécialistes des carrières d'Atticus. J'ai toujours été confrontée à l'esclavage et je croyais y être habituée. Je sais aussi que le travail dans les mines est le plus terrible, avec une espérance de vie de 2 ou 3 ans. Mais quand je croise ces fantômes sans droit, sans âge ni nom, quelle vision d'horreur! La pâleur de leur chair privée des éclats du soleil, leur maigreur ridée, leurs gestes lents trahissant désespoir et épuisement. Non, le pire, c'est leur visage, leurs yeux sans aucun éclat, leur regard sans vie. Insupportable. Et pourtant j'ai déjà vu sur le champ de bataille des blessés se tordre de douleur au point d'être achevés, des prisonniers épouvantés, des punitions mortelles, des tortures même. Mais pour moi, ces horreurs avaient une cause, un sens, un caractère de nécessité. Et d'ailleurs, je les minimise au maximum, ne les appliquant qu'en dernier ressort. Comme disait mon père, malheur aux vaincus. On gagne et on a la vie, la gloire et la fortune. On perd et on devient esclave ou on meurt. C'est la loi de la guerre, choisie par le soldat. Mais ici, rien ne peut justifier l'état de délabrement et d'humiliation de ces ombres qui ont été auparavant considérées comme des hommes.
Voici son discours. On m'a prévenu que je dois être dur avec vous et bien vous encadrer sans épargner le fouet et les privations. Que c'est ainsi que vous pourrez encore et jusqu'à votre dernier souffle de vie creuser la roche et ouvrir un passage vers la lumière dont d'autres profiteront. Je vous propose un autre choix. Travaillez dur, mais sans chaîne. Mangez à votre faim, épargnez le fouet. Et si vous réussissez à construire le tunnel dont j'ai besoin dans les temps prévus, je vous affranchirai, et vous serez à nouveau autorisé à jouir de cette lumière du jour qui vous a fait tant défaut depuis de longs mois. Un silence pesant suit ma harangue, uniquement troublé par la voix de quelques traducteurs, car tous les esclaves ne parlent pas latin. J'ai l'impression que le manque de bruit humain dure des heures, quelques minutes en réalité, le temps de saisir et surtout croire en mon message. Un, par-ci, par-là, puis par groupes de plus en plus importants, les têtes se relèvent, les corps se redressent, les regards osent se tourner vers moi. Comme par magie, les yeux se remettent à briller, l'animal désespéré redevient humain. Un brouhaha étonné s'ensuit, puis une clameur dont l'effet est accentué par les bras qui se lèvent. Oui, ils sont d'accord, pour Rome, et pour Agrippa leur sauveur, et fils d'esclave affranchi. Alors ce livre a reçu le prix de l'Association rouennaise d'écrivains